Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de Confronti pour ce nouveau numéro, une émission que je co-présente ce soir avec Émilie Arraudot. Bonsoir Émilie. Une émission qui va nous entraîner dans les coulisses de l'univers carcéral. La loi dit que l'emprisonnement a pour objet de favoriser l'amendement, mais aussi de préparer le reclassement social, punir, réparer, protéger la société, prévenir la récidive, mais aussi réinsérer. C'est le sens actuel de la mise en application d'une peine. Que se passe-t-il en réalité? Ces objectifs sont-ils respectés? La promiscuité et l'enfermement favorisent-ils la récidive? Y a-t-il suffisamment de travailleurs sociaux et d'éducateurs pour préparer les détenus à l'après? Le sens actuel de la peine, un détenu peut-il changer? C'est le thème de Confronti ce soir en compagnie de nos deux invités. Michel Hubert, bonsoir. Vous êtes magistrat, vous êtes juge d'application des peines. Merci de vous être libéré d'un emploi du temps que nous savons bien chargé. Maître Jean-Sébastien de Casalta, bonsoir. Vous êt avocat, bâtonnier de l'ordre des avocats. Alors Émilie, dans quelques jours, la justice va examiner un dossier emblématique, la demande de remise en liberté de l'un des plus anciens détenus français, et ça se passera à la maison d'arrêt de Borgo. Effectivement, Henri, c'est le 19 mai que le tribunal d'application des peines examinera la demande de libération conditionnelle de Tommy Recco. L'ancien pêcheur de Propriano est en prison depuis 1980 pour 6 meurtres et ce n'était pas sa première condamnation. Au total, il a passé 54 années en prison, les 2/3 de son existence. Je vous propose de revenir en images sur ce parcours. La porte du centre pénitentiaire de Borgo s'ouvrira-t-elle bientôt pour Tommy Recco, incarcéré depuis 37 ans, l'octogénaire condamné à 2 reprises à perpétuité, demande une nouvelle fois sa libération conditionnelle. Les demandes d'aménagement de peine de Tommy Recco sont systématiquement refusées parce que tous les voyants sont au rouge. C'est-à-dire que la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts psychiatres disent tous qu'il est dangereux, qu'il n'a pas pris conscience de ce qu'il avait fait et que par conséquent, s'il ressort, il est capable de commettre de nouveaux crimes. Tommy Recco, c'est cet homme au regard perçant et au casier vertigineux. 7 meurtres dont le premier remonte à 1960 dans sa ville natale de Propriano. À 26 ans, il abat son parrain qu'il a surpris en train de pêcher à la dynamite. Condamné à mort en 1962, Tommy Recco est gracié par De Gaulle, puis libéré en conditionnel en 1977. 2 ans plus tard, il fait de nouveau couler le sang. Dans cet hypermarché de Béziers, Josette Renée Sylvette était caissière. Le 22 décembre 1979, Tommy Recco les abat froidement pour voler la recette. À peine 3 semaines plus tard, dans cette villa de Carqueiranne, lors d'une dispute, il tue 2 hommes et une petite fille de 11 ans. Sandrine a eu le temps d'appeler sa mère. Ce qu'elle a dit met les enquêteurs sur la piste de Recco. Le sang-froid, la méthode et l'arme les poussent à rapprocher les 2 affaires. Recco est arrêté. Il avoue, puis se rétracte. Quand son procès s'ouvre devant les assises de Draguignan, il clame rageusement son innocence. Je suis innocent à 100%. Je suis victime d'ignoble et d'abominable machination. Je suis le bouc émissaire idéal. C'est ça que je demandais, allez-y. Allez-y, Et soyez raisonnable. Je ne parle pas à tort et à travers. Ne dites pas votre venin à tort et à travers. Mais allez-y. Monsieur le Président, je suis innocent. Je suis vraiment le chemin droit. Je suis innocent tant que comme il était notre Seigneur Jésus-Christ. Ces cris sont sans effet. Le 22 juin 1983, les assises le condamnent à perpétuité au soulagement des victimes. J'aurais préféré peine de mort, mais enfin, vu ce qu'il en est maintenant, ça va. La vie carcérale de Tommy Recco a été jalonnée de ses demandes de remise en liberté. La prochaine sera examinée le 19 mai. Et comme à chaque audience, Guy Morel sera devant la prison pour s'assurer que le meurtrier de sa femme reste détenu. Guy Morel n'a jamais fait le deuil de son épouse. Elle avait à ce moment-là 27 ans, elle est morte à la veille de Noël. Guy Morel s'est retrouvé le jour de Noël avec son enfant et un cercueil dans la salle à manger. Il a bien entendu souffert, et il souffre encore de ce qui s'est passé. Et surtout, il pense qu'il lutte aussi pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes, alors qu'il y en a eu trop déjà. Tommy Recco est aujourd'hui âgé de 82 ans. Il a passé les 2/3 de sa vie enfermé. Et on peut résumer cette affaire Recco en quelques chiffres spectaculaires. Une condamnation à mort, 2 réclusions à perpétuité, 7 meurtres, 54 années de prison. Il a déposé sa première demande de remise en liberté en 1985. Toutes ont donc été refusées jusqu'à maintenant, Henri.
Merci Émile. Alors maître Jean-Sébastien de Casalte, vous êtes l'avocat de Tommy Recco. C'est vous qui défendrez sa demande de remise en liberté dans quelques jours. Votre client n'invoque pas des raisons de santé pour demander sa remise en liberté. Pourquoi serait-il remis en liberté puisqu'il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à plusieurs reprises? Bonsoir à tous vos téléspectateurs. La demande d'aménagement de peine de Tommy Recco sera examinée par le tribunal d'application des peines dans quelques jours. Il sollicite une remise en liberté dans le cadre d'une libération conditionnelle. Il avait présenté plusieurs demandes. Aujourd'hui, il a purgé 34 années de détention. Il a près de 83 ans et il estime qu'il est temps aujourd'hui de recouvrer la liberté. La question qui va se poser, c'est de savoir si la poursuite de la détention est susceptible de pouvoir faire évoluer sa personnalité. À mon avis, non. Et la seconde question, et sans doute là sera l'enjeu du débat, de savoir s'il présente une dangerosité criminologique susceptible de laisser à craindre un risque de récidive. C'est la question de son avenir criminogène, de l'évaluation de celui-ci, ou alors de sa capacité de désistance, c'est-à-dire de sa faculté à arrêter ce parcours de délinquant. Et c'est la question qui sera débattue à l'occasion du débat que nous aurons devant le tribunal d'application des peines. Alors justement, monsieur le juge, vous présidez ce type d'audience. Quels sont les éléments d'appréciation pour un juge d'application des peines, pour libérer ou pas quelqu'un? Je voulais vous rappeler, oui, là il s'agit d'une condamnation à une peine perpétuelle, donc il y a une procédure très particulière, donc je ne parlerai que de la procédure. Oui, bien sûr, mais pas du fond du dossier. Mais qui est intéressante pour voir aussi que le législateur entoure ce genre de libération de grande précaution. Il y a une évaluation, effectivement, comme disait Maître de Casalte, de la dangerosité du condamné, qui est assez longue. Lorsqu'il y a une demande de libération conditionnelle de cette catégorie de condamnés, il y a d'abord obligatoirement une expertise qui est faite par 2 experts psychiatres qui vont se prononcer effectivement sur le risque de récidive. Il va y avoir une observation ensuite pendant 6 semaines dans un centre national d'évaluation. Il y en a 3 en France. C'est-à-dire que le détenu va dans il va quitter, il va quitter Borgo, si c'est un détenu de Borgo, puisqu'on prend ce cas-là. Il va être placé en observation pendant 6 semaines dans une prison, une partie en tout cas de prison qui s'appelle Centre national d'évaluation. Et il va être observé par des psychologues qui vont venir avoir des entretiens avec lui, un conseiller d'insertion et de probation, un personnel pénitentiaire, un psychotechnicien, je pense que j'oublie personne, et donc il va y avoir un rapport de synthèse qui va être fait. Donc chaque intervenant va faire part de ses observations individuellement, et ensuite il va y avoir une synthèse qui va être faite par un directeur de service d'insertion et de probation, et ce rapport va être transmis ensuite à une commission qui s'appelle Commission pluridisciplinaire de mesures de sûreté. Il y en a quelques-unes en France. Celle qui dépend, la commission dont dépend la Corse est la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de Marseille. Et cette commission va donner un avis sans voir le condamné. Donc elle aura un avis uniquement sur dossier. Elle connaîtra bien sûr le dossier complet, comme le Centre national d'évaluation a connaissance du dossier complet, évidemment. Mais elle ne le rencontre pas. Mais les membres de la commission ne rencontreront jamais le détenu, ce qui est une particularité. Donc il y aura une observation faite au Centre national d'évaluation par un certain nombre de professionnels. Et ensuite, d'autres professionnels sur dossier vont donner un avis. Alors la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, donc, pour la Corse, se trouve à Marseille. Préside la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté un président de chambre à la cour d'appel. Et ensuite, vous avez un certain nombre de professionnels, un directeur des services pénitentiaires, un représentant du préfet de région, un commissaire de police, un avocat, un psychologue, un psychiatre, un représentant d'association d'aide aux victimes également. Voilà. Et ils vont donner un avis sur la dangerosité de cette personne. Cet avis n'est que consultatif. C'est consultatif, c'est pas un avis. Et in fine, c'est le magistrat qui décide. Et ensuite, vous avez un tribunal d'application des peines, comme vous disiez, Maître de Casalte, qui est composé de 3 magistrats, qui, lui, va rendre une décision. Voilà. Est-ce que la décision est motivée? Elle est toujours motivée et susceptible d'appel devant la Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Bastia. Si on prend le cas
d'un détenu qui serait à Borgo, et ensuite cet arrêt de la Chambre d'application des peines est susceptible d'un pourvoi en cassation. Maître de Casalte, concernant la récidive, puisque c'est un point important concernant votre client, c'est difficile de dire qu'il ne récidivera pas, même s'il a 82 ans. Il a 83 ans, je crois dans quelques jours, il a des problèmes de santé, il a purgé près de 54 années de détention. Le risque de récidive, il est extrêmement difficile à évaluer. Qui peut dire qu'à cet âge-là, après avoir passé toute une vie en détention, il pourrait, par une espèce de déterminisme, éventuellement commettre d'autres actes délinquentiels. Je crois que c'est une question difficile, je ne le conteste pas, mais pour ma part, je crois que cette question sera débattue, à l'aune d'ailleurs du reste des rapports d'expertise qui ont été rendus, et je considère qu'aujourd'hui, cette question est en débat. Tommy Recco, Joseph Recco conteste manifestement présenter une quelconque dangerosité criminologique. Le tribunal d'application des peines appréciera. Mais pour ma part, je crois que cette question n'est pas tranchée et je ne crois pas que personne, aujourd'hui en l'état, puisse affirmer avec certitude qu'il présenterait un risque de récidive. Mais je reconnais que c'est une question qui est extrêmement difficile et qui est centrale, qui est au cœur de ce débat, celui qui consistera à évaluer notamment cet avenir criminogène, dire si ce risque existe et s'il est susceptible d'être un obstacle à cette remise en liberté sous des conditions qui seront définies par le tribunal d'application des peines si celui-ci, bien évidemment, décidait d'accueillir favorablement cette demande d'aménagement de peine. Mais la justice peut, quoi qu'il en soit, prendre des garanties pour s'assurer que ce risque de récidive puisse être contenu. On se demande néanmoins quelle réinsertion pourrait être celle de Tommy Recco, puisqu'il a déjà 82 ans. Que pourrait-il faire une fois dehors, quoi ? Il pourrait se soigner, il pourrait retrouver sa famille et il pourrait vivre, bien évidemment, hors les murs, dans des conditions plus apaisées et plus épanouissantes, je l'imagine. L'emprisonnement a aussi pour objet de favoriser l'amendement. Votre client a-t-il réfléchi à ses actes ? Dans quel état d'esprit est-il ? Je vais le rencontrer sous peu. Vous savez qu'il a toujours contesté être l'auteur de ces deux triples crimes. C'est dire que le débat est complexe puisque il considère qu'il est innocent des crimes pour lesquels il a été condamné et condamné à la peine de perpétuité. C'est une difficulté d'ailleurs du reste parce que la question du remords, la question de l'affect, la question notamment de son positionnement au regard de ces faits est aussi une question qui sera en débat, tant ajouté qu'on lui reproche de s'être enquisté dans une forme de déni et de finalement ignorer le réel, c'est-à-dire ignorer la condamnation dont il a été l'objet et qui reconnaît sa culpabilité. Est-ce qu'il indemnise les victimes, par exemple ? Est-ce que vous savez s'il les a indemnisées pendant toutes ces années ? Il est entré en voie d'indemnisation partielle, au regard bien évidemment de ses revenus qui sont particulièrement modestes, vous l'imaginez, compte tenu de ce qu'il n'a pas d'autre source de revenus que son activité professionnelle au sein de l'établissement pénitentiaire, ce qui lui a permis, je crois, de régler des sommes aux victimes, mais des sommes qui sont modestes et qui sont bien évidemment proportionnées aux facultés contributives qui sont les siennes. Monsieur le juge, quand on juge un dossier comme celui-ci, alors il y a des critères objectifs, vous l'avez dit, un collège d'experts, un contexte, la personnalité de l'accusé, du condamné. Est-ce qu'on tient compte aussi d'autres éléments, le contexte du moment, la répercussion et l'appréciation que pourrait avoir l'opinion publique de vos décisions, ou est-ce que vous faites abstraction de cela pour vous concentrer uniquement sur le dossier et l'avis des experts ? C'est une question qui est assez compliquée parce qu'on n'a pas souvent à juger évidemment des situations comme celle que vous évoquez, qui est un peu exceptionnelle. Alors on est un petit peu en dehors de la norme. Alors
On est obligé d'aborder peut-être le sens de la peine. Alors le sens de la peine a été un petit peu évoqué par Maître de Casalt. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, Maître de Casalt disait, bon, à quoi sert une peine au bout d'un certain temps de détention. Maintenant, c'est vrai que la peine a pour but de protéger la société. Hein, on l'a rappelé au début de cette émission. Là aussi, la question est posée. La peine aussi doit, alors souvent, mais alors là je vais sortir carrément du cas dont du cas de Tommy-Rico, mais de toute façon on va passer à la seconde partie de l'émission. C'est extrêmement difficile à cerner, si vous voulez, parce que là, bon, mais il y a différents. Alors il y a des longues peines, beaucoup. Bon, en dehors des peines perpétuelles, on a l'habitude, effectivement, dans certains établissements pénitentiaires de Corse, on a quand même des détenus à des peines de 20, 25 ans, 30 ans. Ouais. Donc ce sont quand même des longues peines. Et c'est vrai que se pose la question, à un moment donné, de la crédibilité de la peine par rapport à la société et aux victimes. Bon, ça c'est vrai que la question se pose en se disant comment la société peut percevoir une sortie anticipée d'une personne condamnée pour de tels faits. Bon, ça peut plus ou moins rentrer en ligne de compte. Ensuite, ce qui est très important, peut-être plus important, parce que cette considération-là, peut-être, elle existe, elle apparaît quand même dans les décisions de justice. C'est vrai qu'à un moment donné, elle apparaît sous une forme assez elliptique d'ailleurs, parce que parfois, il y a des arrêts ou des décisions qui disent la libération conditionnelle de monsieur Untel apparaît prématurée compte tenu de la date de la fin de la peine d'emprisonnement. Alors la Cour de cassation a validé cette motivation qui est très simple, si vous voulez. Mais là, on apprécie, on laisse la possibilité, la Cour de cassation, la Chambre criminelle donne la possibilité aux juridictions du fond d'apprécier la durée jusqu'à laquelle il faut maintenir quelqu'un en détention pour que cette peine ait un sens et une certaine exemplarité et peut-être un caractère dissuasif aux juridictions d'apprécier. Donc ça, c'est la liberté totale. Si vous permettez, oui. Non, ce que je voulais ajouter, c'est que l'âge est une variable très discriminante. Et les enquêtes révèlent que plus les libérés sont jeunes, plus les taux de récidive sont élevés. Et que les taux les moins élevés concernent notamment les infractions qui relèvent d'une atteinte à la personne. Cet élément est à intégrer dans l'analyse et dans la réflexion qu'il conviendra de faire du cas de Tommy-Rico. En seconde partie de notre émission avec nos deux invités, ouvrons le débat sur la question du sens de la peine que vous avez déjà esquissé tous les deux. La loi du 15 août 2014 sur l'individualisation de la peine était censée favoriser la réinsertion. Elle mettait ainsi fin aux peines automatiques et aux peines planchers introduites en 2007. Alors, est-ce que cette réforme de 2014 a changé la donne ? Elle n'a pas véritablement changé la donne, puisque, vous le rappeliez, le sens de la peine est d'ailleurs défini par le législateur. Le législateur l'a défini dans une loi de 2009 et il a expliqué que la peine devait être tout simplement calculée, considérée, fixée en fonction d'un certain nombre de critères qui sont ceux de protection de la société, de l'intérêt des victimes, de la lutte contre la récidive, et ainsi conduire la personne condamnée à avoir une vie responsable. Mais il faut observer que pour autant, cette question renvoie, j'allais dire, à un certain nombre de problématiques, parce que lorsqu'on parle du sens de la peine, on peut parler du sens de la peine encourue, on peut parler du sens de la peine infligée par la juridiction de jugement, mais aussi celle de la peine qui sera mise à exécution et bien évidemment des éventuels aménagements de peine qui ensuite pourront être décidés par les juridictions d'application des peines. Est-ce que les choses ont changé ? Je crois que non, parce que il semblerait, je me fie au rapport qui a été rendu à la fin de l'année 2016 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, que les alternatives à l'incarcération, je ne parle pas de la situation bassiaise, la situation corse, mais que les alternatives à l'incarcération sont insuffisantes, malgré notamment cette loi de 2004
et que pour autant, et malgré la construction en près de 30 années de près de 32 000 places de prison, il existe une surpopulation carcérale qui est un frein à notamment la réinsertion. Oui. Avant d'en venir là, est-ce qu'un détenu comprend toujours le sens de la peine que la justice lui inflige? Est-ce que la justice fait preuve de pédagogie pour expliquer quel est le sens de cette peine, justement? Ça, je voulais vous expliquer cela aussi tout à l'heure, parce qu'il y a le sens de la peine du point de vue de la société et de la victime, et puis après, vous avez du point de vue du détenu, et d'ailleurs, Maître de Casals. La perception qu'il en a. Dans le sens de la peine, il y a l'intérêt de la société, il y a les droits des victimes, et puis après, il y a le condamné. Bien sûr qu'il est fortement incité, lui, à donner un sens à sa peine, parce que c'est ça qui est important. C'est que lui aussi, pour lui, la sanction prononcée le conduise à un changement. Hein. Alors c'est vrai que tous les efforts de l'administration pénitentiaire sont dirigés dans le sens de l'apprentissage de la responsabilité, et dans le sens de la réparation des dommages causés par l'infraction. Mais concrètement, alors ça se traduit concrètement, comment ? Oui, je vais vous dire concrètement. Donc la personne va bénéficier, déjà elle sera incitée, surtout lorsqu'il s'agit de longue peine, à s'inscrire dans un projet qu'on appelle un projet d'exécution de peine. Et il y a un conseiller d'insertion et de probation qu'on appelait avant travailleur social, mais enfin qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, et qui va fixer avec lui des axes de travail. On va se projeter dans l'avenir. On a une condamnation, on a des faits qui ont été commis, qui sont reconnus ou qui ne sont pas reconnus d'ailleurs par le condamné lui-même. Et ensuite, on va travailler sur des axes de travail. Alors tout dépend de la nature de l'infraction, mais si c'est quelqu'un qui a commis une agression sexuelle, par exemple, sur une personne, le travail, ça va être déjà de réparer les conséquences de l'infraction de façon monétaire. Donc, l'indemnisation, l'indemnisation, donc la personne va être incitée à travailler en détention et avec une part de son revenu, à ce moment-là, de faire des versements pour commencer à indemniser la partie civile. Ce travail de réparation, ce sera un travail aussi pour lui, parce que c'est une manière aussi de se responsabiliser, de reconnaître qu'il a une dette vis-à-vis d'autrui. Et ensuite, on va demander à cette personne, s'il a une peine assez longue, peut-être de maintenir ou d'augmenter son potentiel d'employabilité quand il sortira, parce que ce sont des gens parfois qui ont des métiers, qui vont être privés de liberté pendant un certain temps, qui vont perdre leurs repères, qui vont perdre aussi leurs compétences techniques, et donc il faudra qu'ils les maintiennent ou qu'ils envisagent une autre orientation professionnelle à la sortie. Donc il faut déjà, alors c'est peut-être tôt au début de la peine, mais petit à petit, lorsqu'on va arriver vers la zone qui se met en place. De la mi-peine où on peut envisager une libération conditionnelle ou la dernière année ou les 2 dernières années, ça va se mettre en place. Et puis troisième chose, parce que j'ai parlé d'agression sexuelle pour prendre un cas qui occupe beaucoup les esprits aujourd'hui, et on a raison d'ailleurs d'être sensible à ces problématiques, on va inciter la personne à faire un travail sur elle-même. Justement, un travail avec l'aide d'un psychologue ou d'un psychiatre. Pour comprendre et d'aborder sa problématique sexuelle, d'aborder le passage à l'acte, si elle reconnaît les faits, de voir un petit peu les facteurs qui ont pu favoriser aussi la situation, etc. De façon, effectivement, comme dit le législateur dans le Code de procédure pénale, avec cet article 707 du Code de procédure pénale qui fixe le sens de la peine selon le législateur, de pouvoir, une fois remis en liberté, mener une vie responsable et de pouvoir donc, évidemment, pouvoir lui-même gérer les risques de la vie. Hein, et ça peut-être améliorer en tout cas sa personnalité. Alors, la question du sens de la peine se heurte aux conditions de détention. Vous l'avez dit, Maître de Casals, à des conditions qui sont altérées par la surpopulation carcérale. La France fait partie des mauvais élèves de l'Europe, alors que l'encellulement individuel est inscrit dans le Code pénal français depuis 1875. La réalité des chiffres est tout autre, Émilie. Effectivement, la surpopulation carcérale, elle est criante sur le continent. Selon l'administration pénitentiaire au 1er avril 2017, il y avait en France 70 230 détenus pour 58 670 places, ce qui fait presque 12 000 d'écart. Et ce qui signifie aussi que près de 2 000 détenus dorment sur des matelas au sol, n'ont même pas de lit dans les cellules. Alors, Jean-Sébastien de Casals, est-ce qu'on peut, dans ces conditions, mener une politique de réinsertion efficace quand on voit ce qui se passe dans les prisons continentales, puisque ce n'est pas le cas dans les prisons corse, hein. Je parle sous votre contrôle. Oui, on y reviendra après. Émilie, on va y venir dans un instant.
Évoquer les conditions carcérales, c'est regarder la République au fond des yeux, disait Robert Badinter. Il avait parfaitement raison, parce que la légitimité de la prison passe par la dignité du détenu. Et cette dignité ne peut pas être assurée si, bien évidemment, il subit sa peine de détention dans des conditions de surpopulation, de promiscuité, d'hygiène extrêmement relâchée. Bref, c'est une question qui est aujourd'hui au cœur de notre pacte social républicain. Et nous savons que, sans doute, il va falloir créer de nouvelles places de prison, mais il faut que... Entre 10 et 14 000, a dit Jean-Jacques Urvoas, l'actuel garde des Sceaux. Mais je vous interromps parce qu'on sait qu'entre le moment où l'on décide de la création d'une prison et le moment où elle accueille les premiers détenus, il s'écoule environ 10 ans. Entre l'acquisition des terrains, la mise en œuvre des marchés publics, etc. Donc ça veut dire que, quoi qu'il arrive, la situation actuelle, puisqu'il n'y a pas encore de chantier officiellement lancé, va durer encore une bonne décennie. Vous avez parfaitement raison de le souligner. C'est dire la nécessité de faire en sorte que les peines alternatives à l'incarcération soient plus nombreuses. Et c'est là que le bât blesse. Et la vraie problématique, c'est à la fois, bien évidemment, de construire des places de prison, et il faudra du temps, mais en même temps d'enfermer moins et mieux. Et la loi de 2014 n'a pas permis, notamment, d'augmenter le nombre de peines alternatives à l'incarcération. Et c'est pour cela que, sans doute, nous n'avons pas pu lutter efficacement contre cette surpopulation carcérale qui aujourd'hui pose problème et qui a conduit la France à être condamnée, qui a conduit la France à faire l'objet d'un rapport particulièrement sévère de la part de l'ONU, notamment de la part du comité de prévention de Commission européenne aussi, de l'Observatoire international de la prison. Elle a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne et par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est dire que c'est une question cruciale. Mais est-ce qu'on peut estimer que l'effet de cette promiscuité carcérale empire les détenus ? Le fait d'être enfermés et d'être si nombreux à l'intérieur fait qu'ils sont pires que lorsqu'ils arrivent, quoi, lorsqu'ils sortent. Ce qui est certain, c'est que il ne faut jamais oublier qu'un détenu est un être humain, qu'il doit pouvoir jouir de tous les droits de l'homme, sauf ceux qui lui sont retirés par la décision de condamnation et celles, je dirais, qui sont inhérentes à la vie carcérale, et qu'un détenu a vocation à retrouver le monde libre. C'est dire qu'il faut faire en sorte qu'il puisse avoir des conditions de détention qui soient acceptables, qu'il puisse continuer à voir notamment sa famille dans des conditions convenables, qu'il puisse essayer d'avoir, si possible, autant que faire se peut, une activité pour pouvoir préparer sa réinsertion, et que si il vit dans des conditions de détention qui sont totalement déplorables, tout ceci ne pourra pas être possible. Et à ce moment-là, bien évidemment, on ne pourra pas le préparer à un reclassement, à une réinsertion dans la société. Et c'est là véritablement que le problème se pose. Vous êtes d'accord, monsieur le juge, sur je rejoins la surpopulation carcérale de Casalte. La surpopulation carcérale va nuire à tous ces efforts dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui visent à la réinsertion ou à l'insertion d'un détenu. Il faut effectivement qu'un détenu condamné soit dans des bonnes conditions pour pouvoir s'améliorer, puisque c'est ce qu'on lui demande. Au bout du compte, on lui dit: vous êtes condamné à une peine, il faut qu'à la fin de cette peine, vous soyez meilleur qu'en arrivant. Soyez meilleur qu'en arrivant. Donc là, effectivement, on n'arrive pas à cet objectif. Alors je voulais simplement dire qu'effectivement, on est un petit peu dans une situation d'échec. C'est vrai qu'on a déjà parlé précédemment des prisons aux alentours de 2000 déjà. Il y avait eu de grands projets, notamment. Il y avait ce livre aussi d'un médecin des prisons qui avait parlé de la situation. Il y avait un rapport du Sénat, il y avait un rapport de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y avait un rapport du Sénat qui disait les prisons, une honte pour la République. Bon. Oui. Donc déjà, on était sensible à cette question. Après, c'est vrai qu'il suffit peut-être d'un fait divers, et puis on oublie un petit peu, et puis après la réalité carcérale, échappe un petit peu, parce que bon, on a d'autres sujets qui occupent le devant de l'actualité. Mais il faut revenir constamment. Je pense que la société a besoin de s'intéresser à la prison. Alors c'est vrai que le législateur permet, vous savez, maintenant aux députés, aux sénateurs, parlementaires, donc de venir visiter les prisons librement. Je crois que les journalistes aussi, d'ailleurs. Pour nous, c'est très difficile encore. Il faut suivre un député. C'est encore très, très difficile. Voilà. Mais je pense que ça doit être un sujet de société. Alors c'est vrai qu'en novembre, alors je voulais simplement dire aussi
que le maître de Cazalte a parlé de la loi pénitentiaire de 2009. C'est vrai que l'administration pénitentiaire a mis plusieurs années, très longues années, à préparer une loi qui fixe le cadre de détention, les droits des détenus, le fonctionnement de l'administration pénitentiaire, avoir avoir une prison digne de ce nom avec un cadre juridique, des lois, donc des textes applicables qui soient connus, cohérents. Et donc il y a eu tout ce travail qui a abouti à cette loi de novembre 2009, donc, qui est la loi pénitentiaire. Alors, à l'époque, évidemment, ils avaient un grand espoir, parce qu'ils avaient regardé un petit peu les statistiques, et ils s'étaient aperçus que dans les années 2008-2007, on arrivait à un seuil. C'est-à-dire que finalement, on arrivait à moins de détention. Il a été franchi depuis, parce que les chiffres augmentent largement. chaque année. Et donc, il y a eu un espoir. Alors, on s'est dit, finalement, on ne va pas construire beaucoup de prisons. Ça La coûte société très cher. va mieux, grosso modo, c'est un Ça peu va ça un le peu débat. mieux, les pas la peines peine prononcées sont d'investir. moins longues, il y a moins d'incarcération, il y a moins de détenus, on arrive peut-être à un seuil, on va faire autre chose, on va privilégier la surveillance électronique. Bracelet Donc on va électronique, essayer le plus possible, Les alternatives. avant les alternatives, c'est-à-dire au lieu de la prison, au lieu de mettre des gens en détention, dans la mesure du possible, les placer sous surveillance électronique. Alors, on a imaginé, par exemple, que toutes les personnes condamnées à 2 ans de prison puissent exécuter la peine entièrement sous bracelet électronique, ce qui a été une discussion d'ailleurs très difficile à l'Assemblée nationale. Ils ont été obligés de reculer un petit peu, et finalement, on est arrivé à un compromis. Les condamnés récidivistes ne peuvent bénéficier d'un bracelet électronique que pour 1 an maximum, et ceux qui ne sont pas récidivistes, 2 ans. Bon, on est resté. Et ensuite, on espérait donc de cette façon-là un petit peu. Et alors, on voulait aussi faciliter les sorties. Les sorties avec effectivement des fins de peine, avec un bracelet électronique, plutôt que forcer, contraindre les détenus qui n'avaient pas de projet particulier à rester en détention jusqu'à la fin de leur peine, permettre les quelques mois de fin de peine de sortir avec un bracelet électronique, même si on n'arrivait pas à élaborer un projet. Bon, il y avait une volonté comme ça de gérer des flux, de désencombrer les prisons, avec cette idée aussi qu'on s'était aperçu avec le recul et avec quelques études que finalement le bracelet électronique ne fonctionnait pas si mal, qu'il n'y avait pas trop d'incidents et que c'était une mesure qu'on pouvait donc proposer et qui n'exposait pas la population à des risques particuliers. Voilà. Donc on était quand même dans cet espoir-là à l'époque. Mais effectivement, aujourd'hui, je crois que malheureusement, le contexte a complètement changé. Surpopulation carcérale sur le continent, quelle est la situation dans les prisons corse, Émilie ? Alors c'est moins vrai en Corse. Au global, les 3 prisons de l'île accueillent aujourd'hui 425 détenus pour 482 places. Mais ce total cache en fait des disparités entre les établissements. Les maisons d'arrêt d'Ajaccio et de Borgo sont en sureffectif. Il y a en revanche des places dans la partie centre de détention de Borgo pour les longues peines, mais surtout à Casabiande, où il y a aujourd'hui 188 places et seulement 117 détenus. Mais on sait que par exemple à Ajaccio, les conditions de détention sont très difficiles du fait de la vétusté. Ce n'est pas uniquement la surpopulation. Oui, c'est un contexte particulier, Ajaccio, où là aussi, effectivement, les premiers projets datent de 2000, vous y faisiez référence. Y a-t-il en Corse, compte tenu du contexte que vient de décrire Émilie, des réinsertions réussies, et en tout cas un meilleur taux de réinsertion qu'ailleurs ? J'aurais du mal à vous parler de taux, parce que là, il faudrait faire des comparaisons. Je ne peux pas vous dire. Moi, je sais que, oui, je peux dire que dans la pratique, c'est vrai qu'on travaille différemment. Je trouve de très bonnes conditions, puisqu'on a un établissement, il n'y a pas de surpopulation carcérale en Corse, véritablement. Et on travaille donc dans des très bonnes conditions et finalement qui sont enviables. Donc on a des bons résultats. On a eu des bons résultats. On a un travail qui a une certaine logique, une certaine cohérence. Ça, c'est vrai. Maître de Cazalte ? Oui, je crois que les résultats sont très convenables, étant ajouté que, s'agissant notamment de ces résultats tels qu'ils ont été enregistrés, il faut remarquer que lorsque la sortie n'est pas sèche, lorsqu'elle est encadrée judiciairement par une décision qui met à la charge du condamné un certain nombre de condamnations, le taux de récidive est moindre. Et là, les enquêtes sont concordantes pour démontrer que c'est justement dans ce cadre d'une libération conditionnelle sous surveillance judiciaire
que l'on a les meilleurs résultats, alors que lorsqu'on a des sorties sèches, c'est-à-dire avec des condamnés qui recouvrent la liberté sans faire l'objet d'une surveillance de la part de la justice, les résultats sont moins bons. C'est dire que le travail qui est effectué par les juges d'application des peines, avec les travailleurs sociaux, l'encadrement qui est assuré s'agissant de ces détenus qui sortent dans ces conditions, permet d'avoir des résultats qui sont particulièrement probants. Ah, le Code de procédure pénale prévoit des alternatives à l'incarcération, tout un dispositif. Dans la chaîne pénale, le juge d'application des peines est donc un maillon essentiel de ce dispositif. Alors, quelles sont ces alternatives à l'incarcération les plus importantes, bien évidemment? Vous avez parlé du bracelet électronique il y a un instant. Oui, j'ai parlé du mais il y en a d'autres. Du bracelet électronique. Je voulais partir du point de départ, c'est que cette fameuse loi pénitentiaire dont on parlait de 2009 a déjà posé le principe, un principe que doivent suivre les tribunaux, c'est de prononcer une peine de prison qu'en dernier recours, s'il n'y a pas d'autre possibilité, pas d'autre alternative. On commence par chercher des alternatives. Donc on cherche déjà d'autres peines applicables. Alors vous connaissez, enfin il y a d'autres peines, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, les peines d'amende, les interdictions, et puis aussi cette nouvelle peine qui a été créée beaucoup plus tard par la loi Taubira du 15 août 2014, la contrainte pénale. Oui, la contrainte pénale. Contrainte pénale qui fixe un certain... Bon, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure si ça vous intéresse. Mais bon, voilà. Et donc, le principe, c'est de chercher les alternatives. Et s'il n'y a pas d'alternative possible, à ce moment-là, les juridictions sont amenées à motiver, d'ailleurs, le choix de la peine d'emprisonnement. Et si elles choisissent une peine d'emprisonnement, elles doivent, en principe, dans la mesure du possible, aménager cette peine. Alors qu'est-ce que ça veut dire aménager cette peine? C'est-à-dire justement éviter l'incarcération et si c'est une peine de 2 ans, moins de 2 ans ou moins d'1 an pour les récidivistes, de prononcer immédiatement le placement sous surveillance électronique du condamné. Voilà. Alors ensuite, le juge de l'application des peines, lui, a toujours poursuit cette mission d'individualisation et c'est vrai que notre rôle... bon, alors je peux parler ici, on parle que de la prison, mais c'est vrai qu'on a un certain nombre de gens qui sont... Alors on a deux catégories finalement de population, de personnes condamnées à la prison. Vous avez des gens qui sont détenus et des gens qui ne sont pas encore détenus. Alors ce qu'il faut savoir simplement, c'est que les gens qui ne sont pas détenus et qui ont été condamnés à des peines de 2 ans. Ouais, inférieur ou égal à 2 ans, c'est ça? Inférieur ou égal à 2 ans, ou récidiviste inférieur ou égal à 1 an. Ces personnes, en principe, sauf ne exception, vont pas en prison. Sauf exception, si le tribunal le décide autrement, ne sont pas incarcérés. Au préalable, l'extrait du jugement est transmis au juge d'application des peines. Le juge d'application des peines convoque la personne et voit avec cette personne les possibilités d'aménagement. Voilà. Et ensuite, nous avons la deuxième catégorie, ce sont les personnes qui, elles, sont condamnés et qui sont détenus. Et là, le juge d'application des peines intervient également en fonction des efforts qu'ils auront accomplis en détention, en fonction du projet, en fonction de leur évolution personnelle, comme on le disait tout à l'heure, va pouvoir aussi aménager les peines. Alors il y a différents aménagements possibles. Le bracelet électronique, on en parle beaucoup. La semi-liberté, qui est une mesure qui est beaucoup moins utilisée maintenant. Oui. Le détenu rentre à la maison d'arrêt le soir. Voilà, ça, oui, en gros c'est ça. Et puis la libération conditionnelle, qui était une libération avant le terme de la peine, avec des obligations. Voilà. Vous l'ajoutez très vite, puisqu'il reste moins d'un quart d'heure d'émission. Dans le prolongement de ce que dit M. Hubert, la prison est la sanction ultime, mais elle ne doit pas être la sanction unique. Et d'ailleurs, l'ambition de la loi Taubira 2014, c'était de punir hors les murs et de rappeler la nécessité, notamment d'individualiser les peines et d'individualiser le cursus de cette exécution de la peine pour le détenu. Et je rappelle que le principe d'individualisation de la peine est un principe constitutionnel. Il a d'ailleurs été rappelé expressément dans la loi, sauf que, et il faut le constater, malheureusement, cette loi n'a pas donné les résultats escomptés et nous
pouvons que le regretter. Il nous reste une dizaine de minutes d'émission. On va aborder la dernière partie. Messieurs, la justice doit aussi relever un défi majeur, c'est la libération et la réinsertion des détenus condamnés à de longues peines. C'est une problématique complexe. Sylvain Roussillou, qui est conseiller d'insertion et de probation, dit ceci. Lors des premières permissions de sortie pour une longue peine, certains prisonniers condamnés à de longues peines ont des vertiges une fois dehors, car leur quotidien est chamboulé du jour au lendemain. Est-ce que c'est vrai? Et il parle de vrais vertiges, je dirais physiques. C'est vrai. C'est vrai, certains ressentent même de la peur. Et peur d'un environnement qu'ils ne connaissent pas, c'est ça? Oui, parce qu'ils ont perdu beaucoup de repères. Ceux qui ceux qui sont restés très longtemps en détention ont perdu des repères. Je me souviens certains aussi avaient été incarcérés au temps des francs. Oui. Et lorsqu'on est passé à l'euro, ces gens-là n'avaient plus du tout la notion de la monnaie de l'euro, etc. Donc ils avaient aussi des difficultés simplement à faire les actes de la vie courante. Et puis on constate aussi, lorsque la fin de peine approche, une certaine peur. Est-ce que certains tentent de reculer l'échéance, de repousser l'échéance de la sortie? Est-ce que vous avez rencontré ce cas de figure-là? Peut-être pas de manière aussi abrupte. Oui, mais... certains, j'ai constaté que certaines personnes ne demandaient pas justement de libération conditionnelle, ni de placement sous surveillance électronique en fin de peine, ni de semi-liberté. Il y avait peut-être redouté. La libération, il s'agit surtout de personnes qui n'ont pas beaucoup d'environnement familial, amical, et qui ne savent pas où aller en sortant. Alors, ils vont se retrouver seuls, on va leur dire à ces personnes, on va dire, vous allez aller dans tel foyer, etc. Bon, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, le travail pour les longues peines, effectivement, c'est de préparer la fin de la peine. Enfin, ça, c'est un travail essentiel, c'est de dire qu'est-ce qu'il va devenir à la fin de la peine. Alors, le retour à la vie. Si on peut arriver à aider ces personnes à bâtir un véritable projet pour sortir, c'est une bonne chose. Pour les longues peines, c'est souvent difficile. Parce qu'il faut avoir des ressources, il faut avoir des relations. Puis il y a une question d'âge aussi. Il y a une question d'âge aussi. Et voilà, il faut les aider, il faut préparer quelque chose. Et s'ils arrivent au terme de leur peine sans aménagement, il faut effectivement, là aussi, préparer la sortie. Et justement, leur accorder quelques permissions, les fameuses permissions qui donnent le vertige, mais qui leur permettent de poser des jalons, et des étapes. D'homme libre. Justement, comment prépare-t-on sa sortie quand on purge une longue peine? Quels sont les obstacles à franchir, les difficultés auxquelles le détenu est confronté? Émilie, vous nous livrez quelques clés. Vous avez rencontré un ancien détenu? Effectivement, on a rencontré Giovan Filippo Antolini, qui est aujourd'hui patron de plusieurs entreprises à Luciana en 2003, en marge du procès du commando Erignac. Ce militant nationaliste a été condamné à 10 années de prison pour une série d'attentats commis sur le continent. Il est sorti en novembre 2004 en liberté conditionnelle après 6 années de détention, 6 années au cours desquelles il a fait le tour des prisons françaises et brillamment terminé ses études. Je vous propose de l'écouter. Alors moi, lorsque j'ai été incarcéré, c'est ce qui n'arrive pas habituellement dans les prisons françaises, j'étais déjà à bac plus 4 et j'entamais un DEA. Donc, quand j'ai compris que je ne ressortirais pas tout de suite, je me suis installé pour pouvoir continuer, faire un DEA. Et là, j'ai eu des gens qui m'ont aidé. D'abord, j'ai changé de prison pour aller dans une autre prison un peu plus compréhensive. Et j'ai réussi l'exploit de faire entrer le premier ordinateur dans l'histoire de la prison de Fleury-Mérogis. Et j'ai récidivé quelques années plus tard à Fresnes, quand j'ai été retransféré à la maison d'arrêt de Fresnes. Et donc j'ai eu des directions, aussi bien à Fleury-Mérogis que la deuxième fois à Fresnes, des directions humaines et compréhensives qui m'ont donné les moyens de continuer mes études en me laissant accéder à l'informatique, en me laissant entrer les documents dont j'avais besoin. Et puis surtout, j'ai eu une solidarité extraordinaire de la part de nombreux musées, puisque je travaillais sur la préhistoire et sur la muséographie. J'ai eu beaucoup d'aide et ça m'a permis de pouvoir faire intramuros entièrement ma thèse avec une grande satisfaction, puisque la chance a voulu que je sois libéré 2 semaines avant la soutenance. Et donc j'ai pu soutenir à l'Université de Corse, ce qui était très important pour moi. Comment étaient les gens autour de vous? Est-ce qu'il y avait des velléités de réinsertion, des gens qui avaient envie de faire des choses? Comment sont les détenus en général? Dans les prisons françaises, surtout les prisons de la région parisienne, on croise surtout des détenus qui sont des petits délinquants de banlieue. Il y en a certains, sur ma peine, je les ai vus entrer et sortir plusieurs fois. Donc incontestablement, le système carcéral français tel qu'il est fait n'aide pas à la réinsertion de ces détenus-là qui ont besoin, eux, d'une réinsertion
Je crois que Bernard Tapie avait fait une analyse très bonne de la prison. Il dit, j'ai vu 5% des gens être bien soignés en prison, ressortir plus instruits. Et il dit, le jour où le système portera ce chiffre de 5% à 95%, il aura réussi. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. La prison aujourd'hui pour les petits délinquants, c'est une école de la délinquance. Parce que les petits délinquants racontent les histoires qu'ils ont faites, les escroqueries qu'ils ont faites, les vols qu'ils ont commis, donnent des idées aux autres. C'est plus ça aujourd'hui qu'une préparation à la réinsertion. Surtout qu'il y a une volonté de déshumaniser les détenus, qu'ils soient politiques comme nous, même de droit commun. Quand vous arrivez dans une prison comme Fresnes, où on vous donne un numéro, et qu'on vous demande, à chaque fois que vous franchissez une porte, de répéter par cœur ce numéro comme si vous alliez réussir à faire une fausse carte, mais que vous alliez oublier le numéro. Le numéro d'ailleurs auquel j'ai jamais répondu, je répondais prisonnier politique corse, que je n'étais pas un numéro. Et à chaque fois on me disait je vais vous mettre un rapport. Puis après la direction avait bien compris que je ne donnerais pas ce numéro. Donc il y a une volonté de déshumaniser totalement les gens, qui est inadmissible, parce que la prison, ça devrait être la privation de liberté. Ça ne devrait pas être le fait de déshumaniser les gens, ça ne devrait pas être le fait de rabaisser les gens, d'insulter les gens. À un moment donné, j'ai été condamné au quartier disciplinaire. À la sortie du quartier disciplinaire de Fleury-Mérogis, j'ai porté plainte pour atteinte à la dignité humaine, parce que c'est inadmissible la manière dont les gens sont traités dans ce quartier disciplinaire. Il y a beaucoup de choses. Ahmed de Gazal, un constat réaliste ou un peu exagéré? Je crois qu'il faut souligner ce parcours qui est exceptionnel et une belle réinsertion. Méritoire, étant ajouté qu'il y a une cohorte de condamnés pour lesquels les parcours sont beaucoup plus chaotiques. Oui. Mais je crois que Jean-Philippe Antolini disait à juste titre, selon lui, la prison pouvait être regardée comme étant l'école de la délinquance, alors qu'elle devrait être l'école de l'apprentissage d'un savoir qui devrait permettre notamment de pouvoir préparer ce reclassement et cette réinsertion. Et tel n'est pas le cas. Et je crois que c'est le véritable enjeu. Permettre notamment aux condamnés de vivre cette incarcération dans des conditions bien évidemment dignes et de pouvoir s'instruire, apprendre un certain nombre de règles, se cultiver et pourquoi pas aussi apprendre un métier qui leur permettrait, lorsqu'ils recouvreraient la liberté, de pouvoir se réinsérer ou s'insérer dans la société du travail. C'est le but, je crois, qui doit être assigné à l'incarcération. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quel est le niveau moyen de récidive des détenus qui sortent après une longue peine? Est-ce qu'il est plus important, par exemple, pour les longues peines que pour les autres? Non, heureusement. Enfin, le taux de récidive de crime à crime, quelqu'un qui a été condamné pour un crime et qui récidiverait dans des faits criminels est assez rare, enfin est assez peu important, heureusement. Par contre, pour la petite délinquance dont parlait la personne qui a été interviewée, oui, c'est vrai qu'il y a un taux de récidive important. Alors je dirais notamment, par exemple, toutes les infractions liées à la toxicomanie, qui devient un fléau un petit peu. Il y a une espèce d'effet d'entraînement, en fait, de crime. Oui, et puis voilà. Mais après, je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. Voilà. Bien sûr, on a raison de dénoncer un certain nombre de choses qui se passent, et puis la surpopulation, souhaiter la surpopulation, souhaiter une amélioration, souhaiter peut-être multiplier peut-être les peines alternatives, si c'est possible. Trouver des instruments aussi pour aider les personnes à s'améliorer. Ça c'est vrai que c'est tout un enjeu, avoir peut-être plus de moyens en personnel aussi. Mais c'est vrai que la récidive, pour certains, ça fait partie d'un parcours justement vers un jour une rédemption. Je veux dire, la rechute, parfois c'est quelque chose de normal. Donc ça peut être bon signe. C'est un signe, c'est un moment donné où on leur dit, vous n'étiez pas conscient de votre faiblesse, vous n'avez pas voulu tenir compte de telle chose et telle chose, on reprend le métier, on reprend notre entretien. Les fondamentaux. On reprend, et c'est éducatif, parce que voilà, ça fait partie d'un parcours. Alors il y avait le maître de Gazal qui disait quelque chose d'important, qui parlait à un moment donné, citait le mot de désistance. Ça, c'est des études qui ont été faites surtout en Amérique du Nord, où on s'est intéressé surtout au fait de savoir quels sont les facteurs, quels sont les événements dans une vie qui déterminent un individu à abandonner un comportement délinquant. Ça, c'est intéressant. C'est l'âge, la stabilité professionnelle, trouver une compagne ou un compagnon, avoir une stabilité affective. Voilà, des choses assez simples. L'âge aussi entre en ligne de compte. C'est vrai, on a constaté qu'il y avait un phénomène d'existence déjà à 25 ans, mais plutôt à 30 ans déjà. Voilà.
Donc ça, ce sont des facteurs. Alors je pense qu'il ne faut pas avoir non plus une vision pessimiste sur ces populations pénales, sur ces personnes qui sont fragiles, parce qu'on a beaucoup de gens fragiles en prison, on a beaucoup de gens qui ont des grosses difficultés sociales, qui n'ont pas, Oui, il y a le lien de bagage social intellectuel, qui est rompu. Il y a le lien social, ce sont des Une gens, enfance difficile aussi, ça qui ont peut-être souvent des parents qui sont séparés, ou peut-être, on le rencontre souvent, ou déjà un bagage scolaire insuffisant parce qu'ils se sont arrêtés très tôt. L'école, c'est l'occasion pour certains d'ailleurs de redémarrer des études. Et moi, je vois beaucoup à Borgo des personnes, des détenus jeunes qui passent ce qu'on appelle le diplôme d'accès aux études universitaires. L'équivalent du bac. Voilà, la prison peut donner cette chance-là d'éducation. Oui, donc il y a toujours une chance. Donc il ne faut pas non plus s'attarder sur les échecs. Mais de Casac, en vitesse. Non, je voulais simplement ajouter que les statistiques sont quand même à certains égards révélatrices, parce que le taux des longues peines n'a pas fléchi. En revanche, le taux des petites peines de prison a augmenté. Et je crois que c'est là qu'il faut véritablement cibler l'effort et accélérer ce processus qui est celui des mesures d'alternative à l'incarcération pour des petites peines dont on sait qu'elles ont des effets extrêmement pernicieux, parce qu'une petite peine, s'agissant de quelqu'un qui, par exemple, a une activité professionnelle, a une compagne, a un logement, ça peut avoir des effets véritablement catastrophiques sur sa situation personnelle. Et je crois que là, il faut travailler pour que l'on puisse notamment diminuer ce taux et permettre notamment d'encourager, de faciliter des mesures alternatives à l'incarcération. C'était le but de la loi de 2014, punir hors les murs. Je crois que punir hors les murs, c'est possible, et c'est aussi douloureux que de punir dans les murs. Les études criminologiques le démontrent. Et je crois que c'est un effort qu'il conviendra véritablement d'accroître à l'avenir pour essayer de permettre ce travail de facilitation de la réinsertion de ces condamnés. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci Émilie. Merci aux équipes techniques de France 3 Corse via Ciel. La confronte, c'est à revoir en multidiffusion sur notre antenne ainsi que sur notre site internet. Bonne soirée. Merci à tous. Merci. Bonne soirée.